Un des enjeux de cette rénovation expérimentale, pour moi, c'était de montrer qu'on peut faire de l'éco-responsable sans que ça coûte forcément plus cher. Donc je voulais déjà un lieu qui soit à taille, disons, pertinente, puisque faire du durable, c'est aussi habiter potentiellement dans moins de mètres carrés, puisque chaque mètre carré, c'est des matériaux consommés, de l'énergie de chauffage consommée, de l'entretien par la suite. Quasiment tout le mobilier, effectivement, a été sourcé de réemploi. On a tendance à vouloir se lancer rapidement, mais en fait, il faut vraiment prendre le temps, d'abord, de choisir ce qu'on veut faire. Il y a un moment, votre santé mentale est aussi importante que l'éco-responsabilité de votre projet. Et ça, c'est hyper important, je trouve, de souligner. Et j'aime garder en tête que l'écologie, soit on choisit de la subir, en fait, et effectivement, on peut se courir la vie, soit, en fait, on choisit d'en faire un terrain de jeu pour notre créativité. Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Nina Chardin. Nina est spécialiste en design d'intérieur durable. Elle s'est intéressée à la question de la décoration éco-responsable avec l'envie de la démocratiser et de la rendre plus désirable. Elle nous parle dans cet épisode de son approche globale à 360 degrés et comment elle a appliqué ces principes à un projet laboratoire expérimental via la rénovation d'un appartement en duplex. Nina nous décrit ainsi les matériaux utilisés pour son projet et comment elle a fait pour les trouver quasiment à 100% en réemploi. Elle présente aussi le mur chauffant en terre qu'elle a voulu sur ce projet, les difficultés rencontrées et ses apprentissages dans la gestion et le suivi d'un chantier alors même qu'elle n'est pas sur place la plupart du temps. J'ai été ravi de recevoir Nina sur le podcast car elle a aussi été l'une des premières membres de mon programme d'accompagnement. Je vous laisse donc découvrir notre conversation, son projet et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nina. Bonjour Fix. Merci de venir sur le podcast. Je suis très content de te recevoir sur la Case Robinson aujourd'hui. Merci à toi, je suis ravie aussi. On va parler de rénovation, bien sûr, un thème récurrent sur le podcast, mais aussi et surtout parce que toi-même tu viens de terminer un magnifique projet de rénovation dans les Vosges. Donc on va en parler. Et on va aussi parler de décoration éco-responsable, puisque c'est ton sujet de prédilection depuis plusieurs années maintenant. Et tu as à ce propos fondé l'EDID, l'école du design d'intérieur durable. Donc j'ai envie de commencer par une première question. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le design d'intérieur durable ? Le design d'intérieur durable, c'est une vision 360 degrés. C'est-à-dire qu'on va au-delà de la notion pure d'écologie. On va vraiment adopter une démarche qui prend en compte notamment l'habitant, son bien-être, sa santé, mais aussi la pertinence d'utilisation des matériaux dans un projet donné en fonction d'habitants donnés. Donc on va vraiment avoir une démarche de réflexion qui va plutôt se tourner vers une question de pertinence, un terme que j'emprunte donc à Claude Lefrançois qui a fondé le métier d'habitologue, sur la rénovation pertinente, parce que je trouve qu'il englobe davantage cette notion globale. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer au début dans cette thématique, dans la création de cette école ? Comment est-ce que ça s'est déroulé à la genèse de ce projet ? Alors moi, j'ai grandi en plein milieu de la campagne vosgienne, d'un papa apiculteur depuis 5 générations. Donc j'ai toujours grandi dans cette notion de respect de l'environnement et de l'être humain. Donc c'était assez... mais si on ne parlait pas d'écologie, on parlait de bon sens. Et c'est quelque chose dans lequel j'ai grandi naturellement. Et il se trouve que j'étais passionnée de déco depuis très longtemps. Et j'ai eu un déclic une fois en sortant d'un magasin de fast déco en me disant mais je fais attention à ce que je mange, aux produits cosmétiques que j'utilise, aux produits ménagers. Mais je me suis jamais posé la question pour cette babiole que j'achète, où c'est fait, qui l'a fait, comment c'est fait. Et donc ça, c'était il y a 6 ans et demi, 7 ans bientôt. Et quand j'ai fait des recherches sur Internet, je me suis rendu compte que quand je tapais décoration écolo, c'était pas forcément très sexy. Et du coup, je me suis dit, mais si, c'est sûr que c'est possible de faire de l'écolo qui soit beau et sans exploser son budget aussi.
Et tout ce travail de recherche a commencé à ce moment-là, où j'ai essayé de décrypter les différents sujets et de montrer qu'en fait que ça peut être désirable, que l'écologie peut être désirable aussi dans l'aménagement intérieur. Et c'est vrai que c'est une notion importante, la décoration, parce qu'on parle souvent, quand on parle d'écologie dans le bâtiment, on parle surtout d'isolation, on parle de matériaux, pour le gros œuvre, aussi un peu pour le second œuvre. On parle un peu moins de l'aspect décoration, mais ça a aussi beaucoup d'impact sur le bilan carbone d'un habitat. Ça a aussi potentiellement beaucoup d'impact sur la santé et la qualité de l'air dans le bâtiment. Donc à ce propos, tu as fondé une école qui s'appelle l'EDIT, je le disais en introduction. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu quelle est sa mission et qu'est-ce que vous proposez? Oui, alors aujourd'hui, on forme les architectes d'intérieur, les décorateurs et les décoratrices, donc qui sont déjà en exercice ou éventuellement en fin de reconversion, à une pratique plus vertueuse de leur métier, où justement on leur enseigne cette vision 360 degrés et comment l'appliquer à leur projet. Pour illustrer un petit peu ces sujets, tu as notamment voulu te lancer dans un projet de rénovation un peu expérimental. Tu as réalisé la rénovation d'un appartement dans les Vosges, dans lequel tu as appliqué ces principes du design d'intérieur durable. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le contexte de ce projet, l'idée de départ et quelles étaient les ambitions que tu voulais porter à travers ce projet? Complètement. Donc l'idée, comme tu le dis, c'était bien effectivement de mener un projet de laboratoire expérimental où l'idée pour moi, c'était d'expérimenter et de pousser jusqu'au bout tous les sujets. Parce que jusque-là, j'avais toute la théorie, mais ce que je voulais aussi, c'était avoir le retour d'expérience du terrain, c'est-à-dire comment ça se passe dans les faits quand il faut sourcer du réemploi, quand il faut échanger avec son artisan. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un projet expérimental. Et donc j'ai choisi un appartement, donc un duplex dans les Hauts-de-Vosges, qui est donc ma région natale. Et j'ai trouvé un appartement qui fait donc à peu près 65 mètres carrés. Donc je voulais déjà un lieu qui soit à taille, disons, pertinente pour 2 personnes, puisque faire du durable, c'est aussi habiter potentiellement dans moins de mètres carrés, puisque chaque mètre carré, c'est des matériaux consommés, de l'énergie de chauffage consommée, de l'entretien par la suite. Donc la taille était importante pour moi aussi. Et puis c'est aussi potentiellement vivre dans un logement collectif, donc dans cette idée d'être. Donc moi c'est une ancienne maison qui a été rénovée et qui a été découpée en silos, donc il y a 6 appartements. Donc dans cette idée aussi de mutualiser certains espaces. Ça c'était important. Je l'ai aussi choisi orienté plutôt vers le sud, avec la possibilité de l'aménager avec des espaces de vie tournés vers le sud et des espaces plutôt tampons au nord. Donc il y avait déjà, on va dire, une conception du bâti qui était déjà pertinente, en un sens. Et aussi la Bresse, donc où se trouve le logement, qui est une ville qui est en régie municipale et qui produit de l'hydroélectricité. Donc il y avait déjà une base d'énergie verte. Donc ça c'est assez rare, mais en tout cas ça a joué aussi dans mon choix de l'implantation. Donc c'était vraiment un projet avec une réflexion globale sur l'impact environnemental, le bilan carbone de cette rénovation. C'est à la fois sur la décoration, on va dire, qui est ton expertise propre, mais aussi sur l'aspect rénovation, vraiment sur les travaux de second œuvre, un peu de gros œuvre. Est-ce que tu peux nous décrire quel était l'état initial du projet quand tu as démarré et comment est-ce que tu l'as transformé? Oui, alors déjà aussi, effectivement, c'était un bâti en parpaing. Donc, on peut se dire, oui, mais le parpaing, c'est pas du tout écolo. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de me mettre à la place du plus grand nombre. Et aujourd'hui, il y a plus de 80% des bâtis en France qui sont fabriqués en parpaing. Donc, l'idée, c'était de me confronter à ce qui se fait le plus. Et donc, pour ça, j'ai été accompagnée, pour le coup, sur la partie rénovation, choix de l'isolant, type de chauffage et compagnie, parce qu'effectivement, c'était moins mon champ d'expertise. Et donc là, on est parti sur un isolant en ouate de cellulose. On est parti sur un chauffage qui est un mur chauffant en terre, par exemple. Donc ça, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais voilà, effectivement, il y a des solutions comme celle-ci qui m'ont été conseillées. Ben justement, on peut parler de ce mur chauffant parce que c'est un super outil
un super système de chauffage pour avoir une répartition de la chaleur bien équilibrée dans un logement, mais c'est assez méconnu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit et comment est-ce que tu l'as mis en œuvre? Complètement. Donc effectivement, c'est une solution qui apporte plus de confort thermique qu'un chauffage au sol, par exemple, puisque la sensation de confort thermique va davantage venir des parois murales que du sol. Donc ça, c'était déjà un des facteurs intéressants. Ensuite, donc, en quoi ça consiste concrètement? C'est le même système qu'un chauffage au sol, c'est-à-dire que ce sont des tuyaux dans lesquels circule de l'eau, alors plutôt à basse température puisqu'on est à 40-45 degrés, qui sont donc inclus dans une cloison. Ils sont recouverts ensuite d'un torchis, donc un mélange de terre et de paille, sur lequel on vient ensuite faire un enduit de 2 à 3 cm, puis un enduit de finition en terre. Là, ça a été réalisé par une artisane locale, avec de la terre qui est à la fois de son propre terrain à elle, dans les Vosges, et avec un mélange de terre d'Alsace, qui est issu d'excavation, de travaux, de la terre qui n'était plus utilisée, qu'elle a mélangé pour avoir la bonne composition, et qui a ensuite servi à construire ce mur. Et donc c'est un système un peu innovant parce que c'est pas forcément quelque chose que les plombiers chauffagistes mettent en œuvre très souvent. Donc tu as peut-être eu un peu de difficulté à trouver les artisans qui souhaitaient réaliser ce mur chauffant. Est-ce que ça a été le cas ou finalement ça s'est passé facilement? Complètement. Et ce qui a été aussi fastidieux, on va dire, ça a été de trouver quelqu'un pour le dimensionner. C'est-à-dire de combien de mètres linéaires de tuyaux, finalement, en tout cas de surface en mètres carrés, j'ai besoin pour chauffer convenablement mon espace. Donc déjà, il a fallu trouver la bonne personne pour le dimensionner, que j'ai fini par trouver à force de recherche. Et ensuite, effectivement, pour la mise en œuvre, alors par chance, cette artisane terre, elle, avait déjà réalisé ce système-là, donc elle pouvait s'occuper de cette partie-là en toute confiance. Et par contre, pour la mise en place des tuyaux, mon artisan a été un peu difficile, effectivement, à convaincre, ça c'est clair. Et pour tout te dire, mon père a fini par intervenir avec lui pour le poser, puisqu'il avait des craintes, même si en fait le système de pose est finalement très similaire à celle d'un chauffage au sol. Donc en soi, il n'y avait pas de difficulté technique de mise en œuvre, mais effectivement, il y avait des craintes de l'artisan. Donc, à force de lui expliquer que le système n'était pas si compliqué que ça, lui expliquer comment le mettre en œuvre, il a fini par accepter. Mais c'est vrai qu'il n'a pas voulu le faire seul. Donc, mon père est intervenu avec lui. Et du coup, au niveau assurantiel, par exemple, est-ce que l'artisan s'est désolidarisé du cadre assurantiel par rapport à cette technique-là qui est un petit peu hors cadre habituel? Et c'est toi qui as pris le risque, on va dire, de cette solution, ou finalement ça a été intégré dans un cadre plus classique? Lui ne s'est pas, comment dire, n'a pas fait signer de décharge, par exemple, ou ne s'est pas désengagé de ça. Mais dans le sens où de toute façon, ça a été posé avec mon père, donc de fait, en fait, on acceptait de prendre en charge, enfin j'acceptais de prendre à ma charge en tout cas, le fait que potentiellement s'il y avait une erreur de mise en œuvre, ce serait pas forcément lui qui serait. Alors s'il y avait une erreur de mise en œuvre, si on en discuterait, mais en tout cas il ne serait pas engagé. Après c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans la bonne, comment dire, dans une recherche de bon sens et de bonne entente. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui il sait, cet artisan, que je n'irai pas lui chercher des problèmes, quelque chose qui ne serait pas censé en fait. Si vraiment il y avait une erreur de sa part qui avait été commise, évidemment j'irais me tourner vers lui. Et on en discuterait en bonne intelligence. Mais en tout cas, voilà, l'idée, ça a été surtout de faire preuve d'intelligence humaine, entre guillemets, d'échanger sur les sujets, et puis de se mettre d'accord pour être dans une forme de bonne intelligence, quoi, en fait. Ouais, tu soulignes l'importance des bonnes relations humaines dans un projet de travaux comme ça. C'est une des clés essentielles pour pouvoir avancer sereinement et puis aller jusqu'au bout d'un projet. On pourra peut-être en discuter. Juste pour revenir sur l'aspect du dimensionnement, peut-être comment est-ce que finalement tu as trouvé la ressource ou la personne pour le dimensionner? À force de recherche, j'ai fini par tomber sur cette personne, mais il a fallu que j'envoie une paire de mails, que je passe une paire de coups de fil. Voilà, mais en tout cas, si quelqu'un cherche, je pourrais lui transmettre les coordonnées de cette personne, avec plaisir. Et donc c'est plutôt un bureau d'études, un chauffagiste ou... Non, c'est un indépendant. C'est un indépendant qui a
qui faisait ça, qui organisait des formations sur ce sujet-là dans le cadre d'une association il y a quelque temps, qui a arrêté, mais qui a accepté de faire unidimensionnement. Ok. Et donc c'est recouvert par, tu l'as dit, un enduit ITER qui a plusieurs qualités, notamment de régulation de l'hygrométrie, de diffusion homogène et douce de la chaleur. Donc c'est vrai que c'est un super matériau à utiliser en intérieur comme ça pour améliorer le confort, les conforts, je dirais même, confort thermique, confort acoustique, confort hygrométrique de l'habitat. Donc on peut transitionner sur l'aspect matériaux. Quels sont les autres matériaux que tu as utilisés sur cette rénovation? Si on fait soit peut-être pièce par pièce ou par niveau ou par lot, comme tu préfères. Oui, alors déjà peut-être souligner le fait que donc on est dans les Vosges, donc dans une région qui est quand même riche aussi en ressources forestières, aussi en entreprise de travail du bois, et aussi que alors ça reste la moyenne montagne, mais en tout cas le bois a tout son intérêt dans ce type de climat-là. Donc j'ai utilisé pas mal de bois déjà que j'ai sourcé évidemment localement. Donc j'ai notamment mis du parquet donc dans le salon, dans la pièce de vie principale qui est aussi salon salle à manger. Et à l'étage, du coup, dans tout ce qui est chambre. Ensuite, pour tout ce qui est... alors, WC, j'ai opté pour du linoléum, qui est un espace WC en bas. Et dans la salle de bain, j'ai utilisé du liège, qui est effectivement adapté à ce type de pièce. On me demande on me pose la question parfois, est-ce que tu es sûr que ça marche? Oui, tout à fait. Déjà parce que la marque communique en ce sens, c'est connu. Et puis, pour la petite anecdote, on a fait le test, c'est-à-dire qu'on a plongé un morceau de liège dans un verre d'eau pendant plusieurs jours et ça n'a pas bougé. Donc oui, effectivement, vous pouvez mettre du liège dans la salle de bain sans problème. Et ensuite, dans l'entrée... Au sol et en dehors de la douche, oui, c'est ça? Oui, exactement. Et dans l'entrée, il me fallait quelque chose qui soit suffisamment résistant à l'humidité, parce que potentiellement, tu rentres avec des chaussures de ski ou en tout cas avec des chaussures mouillées. Et donc là, je me suis tournée vers une moquette en PET recyclé. Donc, c'est des fils de pêche qui ont été recyclés et qui constituent une moquette. Je suis partie là-dessus. Et pour tout ce qui est... et alors, le carrelage de la cuisine a été effectivement du carrelage que j'ai trouvé d'occasion, pour le coup. J'étais partie sur des tomates au départ, mais finalement, ça ne fonctionnait pas. Donc, je suis partie sur un carrelage de réemploi. Et au mur, j'aurais adoré pouvoir mettre un enduit ITER au mur, mais malheureusement, là, pour le coup, le budget était un peu trop important, donc je me suis tournée vers une peinture donc Pure Paint, pour ne pas la citer, qui est donc une peinture fabriquée en France à partir de biosourcés et qui est labellisée écolabel, vegan, et voilà, qui est sans danger pour la santé. Et donc cette peinture, elle est appliquée sur des plaques de Fermacell, je crois? Oui, complètement. J'ai choisi effectivement le Fermacell en remplacement du placo, notamment pour son inertie et pour toutes ses propriétés thermiques intéressantes. Voilà. Donc là aussi, petite comment dire, pas complication, mais sujet en tout cas avec l'artisan, puisque au début il fallait un peu le convaincre, puis donc il avait déjà posé, il se trouve, une plaque de Fermacell, donc il a fini par accepter en indiquant qu'il connaissait le produit. Malheureusement, dans les faits, quand il a fallu habiller tout l'appartement de Fermacell, ça a été un peu plus compliqué que prévu pour lui. Et donc là aussi, mon père y a passé pas mal de temps pour arriver à ce que le chantier se poursuive malgré tout. Donc là encore, dans une forme de bonne intelligence humaine et de chacun faire sa part aussi un peu, c'est-à-dire que l'artisan, il a été cool, il a accepté de faire certaines choses. Du coup, de mon côté, alors c'est pas moi qui suis allée, du coup c'est mon père qui gentiment est allé lui filer un coup de main sur les choses un peu plus compliquées ou sur lesquelles il n'arrivait pas à faire comme il aurait voulu. Ok, donc il y a un mur avec un enduit ITER qui est un mur chauffant, mais qui est une partie seulement de l'habitat, et le reste des cloisons, doublage et en Fermacell, c'est ça? Oui, et le mur interchauffant, du coup, est une cloison qui sépare donc la pièce de vie, donc le salon, salle à manger, cuisine, de l'espace tampon au nord, qui est donc les WC et l'entrée. D'accord. Comment est-ce que tu choisis justement, enfin quel est le process ou les étapes que tu appliques pour sourcer les matériaux, notamment je pense à tous les matériaux de réemploi que tu utilises
déjà un petit peu dans le second œuvre, tu les as cités, mais aussi beaucoup dans la décoration ensuite. C'est quoi tes secrets ou quel est le process un peu que tu appliques pour trouver ces matériaux? C'est pas toujours évident, c'est de plus en plus de solutions, mais c'est pas toujours simple de trouver ces matériaux de réemploi près de chez soi, etc. Donc toi, c'est quoi tes techniques? Alors, je ne veux pas faire leur communication abusive, mais effectivement, je trouve beaucoup de choses sur Le Bon Coin. Même à vrai dire, le parquet aussi, je crois, et le lambris, il me semble. J'ai trouvé des annonces de Siri, en fait, qui postait une annonce sur Le Bon Coin, d'une fin de stock de parquet, par exemple, ou de la possibilité de fabriquer sur mesure ce lambris en bois local. Et donc, j'ai trouvé effectivement beaucoup de choses sur Le Bon Coin. Soit effectivement localement, soit en expédition, puisque aujourd'hui c'est possible et c'est quand même assez facile. J'ai aussi fait venir en cocolis mes Velux, qui étaient donc neufs pour le coup, encore emballés chez des particuliers, mais qu'ils n'utilisaient pas, qu'ils n'avaient pas utilisé. Donc le cocolis, c'est une sorte de covoiturage, mais pour les produits. Et ensuite, je me suis aussi tournée vers des plateformes comme Celency, par exemple, ou d'autres plateformes. Alors maintenant, il y a aussi Used, Isidore. Enfin, il y a en plus de plateformes qui se développent autour de ça. On peut aussi trouver Battery-Cup, plutôt pour les matériaux. Et en l'occurrence, pour tout ce qui est carrelage de ma douche, cette fois-ci, pour le coup, j'ai aussi utilisé donc, du carrelage qui est un carrelage de fin de stock et que j'ai sourcé chez Maison Carrel, qui est spécialisé dans les fins de stock et le réemploi de carrelage. Donc, on a aussi maintenant des spécialistes sur certaines typologies de matériaux en réemploi. Ouais, c'est vrai, ça. Il y a beaucoup de plateformes qui commencent à se développer. Il y a un site qui s'appelle Opalis qui les recense nombreuses en France. Donc c'est vrai que ça peut être un bon réflexe d'abord aller chercher sur ces plateformes-là si le matériau qu'on souhaite est disponible. Ok, super. Il y a aussi évidemment Est-ce que tu peux... beaucoup de Oui, ressourceries Emmaüs locales aux alentours, évidemment. excellent. Est-ce que tu peux nous rappeler aussi en quoi utiliser des matériaux de réemploi et sourcer des éléments de décoration éco-responsables, comme tu le mentionnais tout à l'heure, c'est important dans un projet d'habitat. Il y a plusieurs facteurs, mais je vais te laisser peut-être les lister ou ceux qui te semblent les plus pertinents. Oui, il y a plein de... Il y en a plein. Mais oui, effectivement. Alors déjà, peut-être rappeler aussi que recyclage, réemploi et réutilisation, en fait, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, recyclage, c'est vraiment quand on va dire plutôt broyer la matière première, la retransformer en nouvelle matière, si je vois aussi un peu le trait. Donc, il y a de l'énergie qui est consommée pour transporter le déchet, le transformer et en faire un nouveau matériau. Le réemploi, c'est vraiment je prends un matériau ou un meuble et je le réutilise pour la même utilisation. Et la réutilisation, pour le coup, c'est plutôt prendre un matériau, une matière première ou un objet et le détourner de son emploi premier, de son usage premier, pour en faire un nouveau, voilà, aussi d'une autre façon. L'intérêt de tout ça, c'est que, évidemment, on n'extrait pas de nouvelles matières premières, donc on contribue à préserver, on va dire, les matières premières existantes aujourd'hui. C'est donc plus écologique, effectivement. Sur certains matériaux qui peuvent être potentiellement émetteurs de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, en général, la plupart des composés organiques volatiles ont déjà été émis, puisque la plus grande partie de ces COB sont émis durant les premières années, durant les premiers mois. Ça, c'est un autre intérêt pour la qualité de l'air intérieur. Ça évite aussi, évidemment, de générer un nouveau déchet, puisqu'on remet dans un circuit d'utilisation ces matériaux ou ces produits-là. Et peut-être un dernier qui est que bien souvent, ça coûte moins cher. Alors, c'est pas toujours vrai, mais ça permet aussi, en tout cas moi, ça m'a permis vraiment de faire de vraies économies sur ce projet-là. Sur ces aspects de décoration, justement, qu'est-ce que tu as mis en place sur ce projet? Je sais qu'il y a des choses au niveau de la cuisine, certainement dans le mobilier. Est-ce que tu peux citer quelques exemples d'éléments que tu as pu trouver et réutiliser, réemployer, transformer? Alors déjà, quasiment tout le mobilier, effectivement, a été sourcé de réemploi, mais j'ai même acheté, disons, un DVC, alors pareil, qui n'avait pas
pas du tout été utilisé. D'ailleurs, je crois qu'il était encore emballé. J'ai acheté aussi, donc effectivement, cette cuisine qui a été un gros challenge pour moi dans ce projet parce que j'avais pas un budget énorme pour ma cuisine et je voulais montrer qu'on pouvait avoir une cuisine pas trop chère et écolo. Sachant que les devis pour du sur-mesure avec des matériaux de réemploi sont avérés un peu trop onéreux. Du coup, j'ai accepté de passer plus de temps de recherche notamment, pour aller trouver une cuisine, des meubles de cuisine du coup, de réemploi chez des particuliers. La contrainte que j'avais, c'était qu'il fallait évidemment que ça corresponde au plan du projet, à la dimension que j'avais prévue pour ma cuisine et à peu près au plan de ma cuisine. Ensuite, évidemment, on a pimpé, disons, ces meubles en les peignant, en changeant les poignées. Et puis, il y a eu aussi un petit ajustement à faire, c'est-à-dire qu'il manquait 30 cm au bout et je n'avais pas de meubles de 30 cm. Donc, on a créé des petites étagères et en peignant le tout, ça a fait une cuisine uniforme, disons. Donc, il a fallu effectivement faire des petits ajustements. Mais cette cuisine-là, ça a été un de ces challenges réemploi qui a été particulièrement poussé jusqu'au bout, disons. Ouais, donc faut faire preuve de créativité, d'imagination parfois pour, comme tu le disais, réutiliser, réemployer ou détourner un objet et le réutiliser sur place, parce qu'évidemment, c'est pas toujours pile poil à la dimension qu'on souhaite pour notre propre projet, quand c'est du réemploi notamment. Justement, est-ce qu'on peut peut-être passer là-dessus? Ça a été quoi les principaux obstacles rencontrés dans ce projet, notamment sur l'aspect justement gestion de projet en général. Enfin voilà, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect gestion de projet, il y a l'aspect suivi de chantier, aussi peut-être dans les temporalités aussi par rapport à ces sujets de sourcing de matériaux de réemploi. Forcément, potentiellement, il peut y avoir un petit peu de friction et de délai par rapport à aller acheter neuf au magasin du coin. Voilà, ça a été quoi les difficultés rencontrées sur ce projet? Effectivement, il y a eu, alors comme on en a déjà parlé, mais cette relation avec l'artisan où il faut quand même arriver à ce que chacun s'y retrouve. Et ça veut dire aussi parfois faire des concessions. Moi, j'aurais aimé aller plus loin, par exemple, sur l'installation électrique, d'un point de vue bioélectricité et compagnie. Et j'ai senti que là, c'était le point de trop pour l'artisan. Donc, j'ai dit, OK, c'est pas grave. Je lâche prise, moi, sur certains sujets pour en prioriser d'autres qui me semblent plus... qui pour moi sont plus importants. C'est aussi ça la question, c'est qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je veux faire passer en priorité. D'autres sujets, effectivement, ça a été la question du temps. Par exemple, j'ai accepté d'attendre 6 mois une entreprise d'isolation que je savais maîtriser parfaitement, cette question de frein vapeur par vapeur et de mise en œuvre de la boîte de cellulose. Donc ça a été un choix que j'ai fait moi d'attendre, effectivement. Et après, bien sûr, aussi pour le sourcing justement de toutes ces solutions en réemploi. Même si au final, au vu de l'avancée des travaux, en fait, c'était un peu ça ma limite, la limite que je me fixais, c'est-à-dire que dans une semaine, on pose tel luminaire, évidemment, il faut que je l'ai trouvé avant. Et si je l'ai pas trouvé en réemploi, c'est OK de l'acheter neuf, en fait. C'est aussi quelle limite je me mets à moi-même en termes de temps pour chaque sujet. Et aussi en termes d'énergie mentale. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on peut aussi vite s'y perdre, on peut y passer beaucoup, beaucoup de temps. Moi, c'était un projet que je voulais pousser jusqu'au bout, donc sur lequel j'ai accepté de prendre ce temps-là, mais aussi parce qu'aujourd'hui, c'est mon métier et que je peux me permettre aussi de prendre du temps pour ça. Mais il y a un moment, votre santé mentale est aussi importante que l'éco-responsabilité de votre projet. Et ça, c'est hyper important, je trouve, de le souligner. Parce qu'un projet de rénovation, ça peut déjà être très prenant d'un point de vue énergie et santé mentale et stress et tout ce que tu veux. Il y a un moment, il faut savoir se mettre les limites acceptables aussi pour soi-même, en fait, et pour sa famille. Moi, j'étais seule mais sur ce projet-là, mais voilà, c'est important aussi. Ouais, t'as complètement raison, parce que si c'est pour pas en profiter après ou une fois que le projet est fini, on en est dégoûté et en fait, on le revend ou je sais pas, voilà, on veut plus le voir parce que on est écœuré des mois passés, c'est un peu dommage. Ouais. Surtout que tu l'as pas mentionné, mais tu habites à l'autre bout de la France par rapport à ce projet, il me semble. Donc forcément, en termes de suivi de chantier, c'est pas forcément évident, ça rajoute de la charge mentale. Et d'ailleurs, c'est le point qui a été, pour le coup, le plus pesant, et ce que je ne pensais pas du tout. Ça n'a pas tant été la facette éco-responsable qui a été le plus gros challenge, finalement,
Et ça a été vraiment d'habiter aussi loin de mon projet. Je pensais, en ayant une petite surface et en ayant un artisan qui gérait la plupart des choses, je pensais vraiment que ce serait beaucoup plus simple de gérer à distance. En l'occurrence, pas du tout. Ça, c'est une expérience que je ne referai pas, je pense, de faire aussi loin de son projet. C'est vraiment très, très, très prenant. Donc justement, les enseignements que tu tires de ce projet, on a parlé un petit peu de l'importance des relations humaines, d'avoir de la compassion aussi un petit peu envers soi-même dans certains choix et à un moment peut-être lâcher prise sur des ambitions qu'on peut avoir au tout début et que finalement on n'arrive pas à mettre en place. Mais voilà, faut faire preuve aussi de d'analyse et puis de lâcher prise, comme je disais. C'est quoi les trois principaux enseignements peut-être que tu tires a posteriori de cette expérience? Alors, si j'avais 3 conseils à donner, en tout cas à quelqu'un qui se lance là-dedans, ce serait déjà de bien penser sa stratégie en amont. Parce qu'on a tendance à vouloir se lancer rapidement, mais en fait, il faut vraiment prendre le temps d'abord de choisir ce qu'on veut faire. J'aime bien la phrase d'Einstein qui dit que s'il avait un problème d'une importance vitale à résoudre et qu'il avait 1 heure pour la résoudre, il passerait 59 minutes à comprendre le problème et à poser le problème et seulement 1 minute à le résoudre. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça reflète bien la vision que j'ai aussi de l'architecture d'intérieur pertinente. C'est-à-dire que d'abord, posez-vous les bonnes questions de qui habite là, quels sont leurs besoins, quelles sont les ressources locales, quelles sont les ressources en réemploi, et passez du temps à concevoir votre projet et seulement à la fin à le mettre en œuvre. Je trouve que ça, c'est assez important. Et puis, faites-vous conseiller aussi, vraiment. On est aussi sur un secteur où il y a beaucoup de greenwashing. N'en parlons pas sur le volet rénovation thermique, écologique, tout ça. Vraiment, prenez le temps de bien vous informer et d'être conseillé, voire accompagné par toi, par exemple. Ça, c'est une très bonne idée. Se mettre aussi des objectifs timés pour le réemploi, c'est ce que je disais un peu avant, c'est mettez-vous une limite ou peut-être de nombre d'heures de recherche. Par exemple, pour ma cuisine, je m'autorise 10 heures de recherche et j'ai passé beaucoup plus de temps que ça. Mettez-vous une limite ou une deadline dans le temps, j'y passe 3 semaines et ensuite j'arrête. Je pense que voilà, se mettre des limites et peut-être poser ses priorités, ça permet aussi de cadrer un peu les choses et de ne pas se laisser déborder par cette quête d'éco-responsabilité. Et dernier point qui me semble essentiel, qui est aussi donc ne pas se culpabiliser. C'est un peu ce qu'on disait aussi avant, mais en fait, foutez-vous aussi un peu la paix. Et voilà, vous faites très certainement déjà du mieux que vous pouvez. Et c'est important d'être bienveillant effectivement avec soi-même. Et tu parlais un petit peu de temporalité tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps a pris la partie amont, on va dire, un petit peu recherche, conception, enfin pas recherche du bien, mais réflexion autour de la conception de cette rénovation, et puis après la partie plutôt travaux à proprement parler? Oui. Et un autre point que je peux souligner aussi avant, c'est de rester agile. C'est-à-dire que, si tu veux, mon projet, en fait, il a été... déjà, il y a eu ces 6 mois incompressibles où j'ai attendu qu'on vienne isoler mon bâti. Donc, j'ai eu le temps déjà de réfléchir. Et ensuite, les travaux devaient s'enchaîner et se sont enchaînés. Mais il y a eu en tout quasiment 1 an de travaux. Mais typiquement, ce qui s'est passé, c'est que quand l'artisan est arrivé juste après l'isolation et qui m'a dit « Ah non, mais votre cuisine, en fait, vous pouvez pas du tout la mettre là, ça passe pas, j'ai pas la pente suffisante. » Et que j'ai dû, en dernière minute, en 3 jours, changer donc du coup mes plans et donc l'implantation de la cuisine, ça demande quand même une capacité d'adaptation sur les choix initiaux assez importante. Surtout que j'avais vraiment passé du temps à faire mes plans. Mais bon, voilà, ça c'est le jeu du chantier. Et aussi, il y a plein de solutions finalement que j'ai... et ça fait aussi partie d'une possible solution quand on conçoit en réemploi. C'est-à-dire qu'il y a la solution assez basique qu'on apprend en école d'architecture d'intérieur qui est vous concevez un projet et puis ensuite vous trouvez les solutions. Donc là, potentiellement les solutions en réemploi. Il y en a une autre qui est complètement du coup à l'opposé, qui est trouver d'abord les ressources en réemploi autour de chez vous, puis vous concevez le projet à partir de ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que j'ai déjà indiqué un peu, disons, une note d'intention, c'est-à-dire ce que j'aimerais faire dans ce projet, quelle ambiance j'aimerais avoir, quel style, comment j'ai envie qu'on s'y sente.
J'ai imaginé globalement peut-être un peu les couleurs, les textures, les matières. Et ensuite, en fonction de ce que je trouvais en réemploi, je venais au fur et à mesure ajuster mon projet. Donc mon projet n'a pas cessé d'évoluer tout le long aussi des travaux et du sourcing des solutions. Donc, parfois, il y a des solutions que j'ai trouvées une semaine avant que l'artisan pose le luminaire. J'avais enfin trouvé mon luminaire de réemploi. Et voilà. Donc en fait, j'ai vraiment fait les deux un peu en parallèle. Alors qu'aujourd'hui, très souvent, on conçoit et ensuite on fait les travaux. Mais voilà, tout ça, ça peut aussi être amené à évoluer. Et donc, 1 an de travaux, et sur la partie conception, donc il y a eu 6 mois d'attente où finalement tu as pu avancer sur la conception. Donc ça a été 6 mois ou ça a été un peu plus peut-être Mais il y a eu 6 mois pour tout ce qui est plan et ce que j'appelle note d'intention, c'est-à-dire vraiment quelles sont mes envies, comment je veux qu'on s'y sente, qui va y vivre, comment, voilà, toutes ces questions-là. Et ensuite, il y a eu cette période d'1 an où, en parallèle des travaux, les choix décoratifs, on va dire, ont été finalement, sont venus s'ajuster au fur et à mesure. D'accord, ok. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu de coûts, de l'aspect financier de ce projet? Tu disais tout à l'heure que le réemploi, ça peut permettre aussi de faire des économies, parce que bien souvent, c'est moins cher. Le matériau en lui-même est moins cher que du neuf. Il peut y avoir un sujet par rapport à la pose, par contre. Ça peut être parfois aussi cher ou plus cher que du neuf de réutiliser, notamment s'il faut un petit peu transformer ces matériaux de réemploi ou ces objets de réemploi. Toi, quelle a été l'expérience au niveau budget et au niveau financier de cette rénovation? Un des enjeux de cette rénovation expérimentale, pour moi, c'était de montrer qu'on peut faire de l'éco-responsable sans que ça coûte forcément plus cher. Pour moi, c'est un sujet qui est vraiment important parce que justement, j'ai à cœur que ce soit accessible au plus grand nombre, en fait. Donc, ça, c'est un sujet qui me tenait à cœur. J'ai pas fait mes calculs précis exactement de combien m'a coûté tel poste et compagnie. En tout cas, pour ce chantier dans lequel j'ai eu à faire l'isolation entière, les fenêtres étaient déjà là, donc ça, j'ai pas eu à les changer. Donc, en tout cas, isolation plus cloison, revêtement, déco, mobilier, je suis à moins de 1500 € du mètre carré, ça c'est sûr. Ce qui est, à l'heure actuelle, un budget très, très correct. Des différents échos que moi j'ai autour de moi, on est voire plutôt même en dessous de ce qui se fait en moyenne. Les leviers qui m'ont permis de faire ça, effectivement, ça a été d'acheter du réemploi, beaucoup. J'ai même trouvé, par exemple, le liège de ma salle de bain, qui est une marque qui est déjà éco-responsable, mais en plus, je l'ai trouvé en fin de stock de chantier de réemploi, quoi. Et donc, le réemploi me permet vraiment de faire beaucoup d'économies. Et puis aussi, le fait, il y a toute une partie de faire soi-même qui permet aussi de faire des économies sur la main-d'œuvre, très clairement. Et puis, il y a aussi ce truc, moi, j'avais un artisan qui était auto-entrepreneur, donc il ne prenait pas de commission sur les produits. Et en plus, je pouvais choisir mes produits. Et ça me fait faire de vraies économies, parce que j'ai eu des devis, par exemple, d'électriciens. Alors, la main-d'œuvre était a priori la même que celle que me facturait l'artisan, à peu de choses près finalement. Mais par contre, il me proposait des chauffages à plus de 1000 € le chauffage. Parce qu'en plus, j'ai mis des petits chauffages d'appoint, évidemment, pour garantir de pouvoir chauffer en cas de problème. Et moi, j'ai trouvé des chauffages à 10 € d'occasion qui ont des propriétés complètement suffisantes pour mon projet versus ce qu'ils me proposaient. Donc, voilà, il y a plein de petites astuces comme ça qui m'ont permis vraiment de faire des économies. Et puis, cette question du temps aussi, parce que forcément, cette cuisine-là, au début, plus le projet avançait, moins j'avais de budget pour la cuisine, évidemment, parce qu'il y a des aléas de chantier. Et donc, mon budget de cuisine, à la fin, il était quasiment nul. La cuisine, je l'ai acheté 150 € juste les meubles, qu'on a repeint, changé les poignées, et sur lesquels il a fallu mettre un plan de travail que mon père a fabriqué. Mais en tout cas, ma cuisine, elle m'a coûté moins de 1000 € à la fin, en tout. Donc, on est quand même très loin du prix d'une cuisine actuelle aussi. Mais ça a aussi été permis parce que j'ai pris le temps de sourcer cette cuisine-là plutôt que d'aller vers une solution plus rapide. Voilà, donc la question du temps aussi pour moi. Et puis aussi adopter cette vision globale, c'est-à-dire que l'isolant, pour le coup, il m'a coûté cher. Enfin, il m'a coûté plus cher qu'un isolant standard qu'on vous recommanderait. Par contre, il y a plein d'autres postes de dépenses sur lesquels j'ai fait beaucoup moins sur lesquels j'ai fait plus d'économies, comme notamment le petit mobilier ou ce genre de choses.
Donc, j'ai fait des choix aussi. J'ai aussi acheté des matelas bien plus chers qu'un matelas standard, parce que pour moi, c'était important. On y dort, c'est aussi un côté santé. Puis, ils m'ont bien mis à louer. Donc, pour moi, bien dormir quand tu loues un logement, ça me semble essentiel. Donc là-dessus, j'ai mis le prix sur des matelas neufs et éco-responsables. Et sur des draps en lin, enfin, voilà. Mais par contre, il y a plein d'autres postes sur lesquels j'ai pu faire des économies. Comme acheter, il y a un des semi-enfants que j'ai acheté sur le Bon Coin pour 10 euros. Donc voilà, en fait. C'est des petites choses, mais mis bout à bout. Il y a des choses qui m'ont coûté beaucoup plus cher, d'autres qui m'ont coûté beaucoup moins cher. Et la note finale, elle est plutôt très accessible, très standard. Oui, tout à fait, ouais, 1 500 € par mètre carré. Dans ce prix-là, tu inclus la décoration, le mobilier, etc. Oui, avec des matériaux de qualité, des matériaux sains, des matériaux durables. Donc c'est tout à fait correct, effectivement. Donc c'est un bon exemple. Merci de partager cet exemple et ça inspirera, j'espère, les personnes qui écoutent et puis ça montrera que c'est possible, moyennant certains ajustements dont tu as parlé. Après, si je peux juste ajouter un truc, c'est que un architecte, par exemple, il va te dire, votre projet, il peut pas tout avoir. C'est-à-dire que soit il va falloir choisir, jouer un peu sur le temps, soit sur la qualité, soit sur le prix. Souvent, c'est les trois axes qui donnent. Mais en fait, un projet d'architecture intérieure, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu peux potentiellement y passer plus de temps pour payer moins cher, tout en conservant la qualité. Mais en fait, la question aussi à se poser, c'est sur quoi je suis prêt à baisser mon exigence, entre guillemets, pour avoir le reste. Et comprendre qu'en tout cas, les trois en même temps, ça va être compliqué. Et ça, que ce soit un projet standard ou un projet éco-responsable, en fait. Tout à fait. Je mettrai quelques illustrations, si tu es d'accord, de ce projet sur les réseaux, sur le site du podcast pour que les personnes puissent voir un peu à quoi ça ressemble, voir ce joli mur en terre chauffant que tu as réalisé. Donc tu le disais tout à l'heure, ce projet, tu n'y habites pas, en tout cas pas en permanence. Donc j'ai une question que j'aime bien poser à la fin du podcast, c'est quoi du coup pour toi ta maison idéale, à quoi elle ressemble? Alors, ma maison idéale pour moi, ce serait une maison en pisé. Je t'avoue que je suis très très fan de ces maisons. Alors, on en voit beaucoup, elles sont toutes en Australie, je sais pas pourquoi, mais j'adore l'effet du pisé, l'effet esthétique en fait du pisé sur les murs. Je trouve que c'est absolument magnifique. Et j'adore la terre en fait. Je trouve que c'est un matériau qui a un nombre incalculable de propriétés incroyables, qui en plus est local, qu'on peut trouver d'excavation. Enfin, voilà, j'adore ce matériau. Et de préférence au milieu de la forêt. Pour moi, ce serait incroyable, avec une vue dégagée. Voilà. Excellent. Ouais. J'ai un livre à côté de moi qui parle de ce sujet, j'en profite pour le montrer. Bien. Habiter la terre, l'art de bâtir en terre crue. Justement, il parle de toutes les typologies d'habitat en terre dans le monde entier. Et on voit qu'il y a des habitats en terre partout, et à toutes les époques. Des villes entières, même au Yémen. Et effectivement, il y a beaucoup de réalisations aussi modernes, notamment en Australie. Dans la région de Perth, c'est une des villes où il y a le plus de maisons en terre au monde. Donc c'est chouette. Mais il y a aussi des maisons pisées en France. Ça se fait tout à fait, ça se développe. Ça revient au goût du jour, donc c'est chouette. Pour terminer, est-ce qu'il y a un livre ou des livres ou une ressource que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent sur peut-être ces sujets de rénovation, en tout cas des ressources qui t'inspirent toi pour avancer sur tes projets? Oui, alors j'en ai même pensé plusieurs. C'est-à-dire que je trouve que c'est important de réapprendre à faire soi-même peut-être, ou de continuer à faire soi-même. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre. Je trouve que c'est important. Et donc, il y a des livres que j'aime bien en ce moment, qui sont ceux de Nathalie Boisseau sur la peinture suédoise et la peinture naturelle. Je pense que ça va être mes prochains tests. Donc, là-dessus, en ce moment, je suis là-dessus. Et de voir qu'en fait, on peut faire de la peinture avec trois bricoles qu'on a dans le placard de cuisine. Enfin, je trouve ça incroyable. Donc, revenir à des choses simples aussi et accessibles. Et peut-être un livre aussi un peu plus, pour le coup, un peu plus théorique, et peut-être pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées aussi dans la démarche, mais
Il y a un livre que j'adore, qui est celui de Philippe Ram, qui s'appelle Le style anthropocène, et dans lequel, en fait, il nous rappelle que la décoration à la base, ce n'est pas forcément, en tout cas, ce n'est pas que décoratif, mais au contraire, ça a toute une raison d'exister qui est thermique, notamment, et aussi acoustique. Et ça nous ramène, en fait, à ces fondamentaux. Et c'est pour ça que j'aime aussi la notion de pertinence, c'est que aujourd'hui, on ne fait pas de la déco que pour le beau, pas que pour l'esthétique, mais aussi parce que, et on ne choisit pas des matériaux que parce qu'ils sont beaux, mais aussi pour leur intérêt sur notamment le confort thermique et acoustique et sur plein d'autres facettes. Mais en tout cas, voilà, ce livre-là remet bien l'église au milieu du village, j'ai envie de dire, concernant la déco. Donc, je trouve que c'est intéressant. Super, je mettrai les références de ces ouvrages dans les notes de l'épisode. Est-ce qu'il y a aussi une citation ou un mantra qui te vient souvent à l'esprit, peut-être quand justement tu es face à des difficultés sur les chantiers, ou en tout cas que tu aimes bien te remémorer au quotidien? Alors c'est surtout une vision que je défends de plus en plus. Et parce que moi je suis plutôt pour une écologie joyeuse en fait. Je pense que, alors on passe tous par les phases d'éco-anxiété et tout ça, mais pour que ça devienne viable, vivable pour tous, et que voilà, je trouve que c'est important que ça reste joyeux. Et j'aime garder en tête que l'écologie, soit on choisit de la subir, en fait, et effectivement, ça peut nous pourrir la vie, soit, en fait, on choisit d'en faire un terrain de jeu pour notre créativité. Et je trouve que si n'importe quel artiste dira, de très nombreux artistes diront qu'ils aiment créer à partir de contraintes, je trouve que l'écologie, finalement, n'est qu'une nouvelle contrainte qu'il faut qu'on intègre à nos projets, mais que ça peut faire naître des idées incroyables, en fait. Donc, voilà, je pense que c'est une question de la vision qu'on porte sur l'écologie aussi, de laquelle découle la façon dont on la vit. Et porter une vision plutôt positive et facteur de créativité et de joie au quotidien sur l'écologie. Voilà, je trouve que ça fait du bien aussi, et ça permet d'ouvrir un peu ces idées, de nouvelles idées. Je confirme, ça fait du bien de l'entendre. Merci de partager ça. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur le projet peut-être dont on vient de parler, sur tes activités? Alors, je suis pas mal sur Instagram, sur Nina Chardin, un peu sur LinkedIn aussi, et puis sinon sur le site de l'école, bien sûr, l'école du design intérieur durable. Voilà. Ok, mais je mettrai aussi les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Nina pour ton partage, ton retour d'expérience. Et un grand bravo pour la réalisation notamment de ce joli projet de rénovation, à la fois inspirant et puis aussi avec vocation de démonstrateur, c'est important je pense. Donc bravo, et puis à bientôt, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à toi Félix, j'étais ravie, et je te souhaite le meilleur aussi. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson dans la rubrique accompagnement. lacaserobinson.fr/programme au pluriel-accompagnement. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.